Salut à tous! Comme annoncé dans la première vidéo qu'on a fait cette semaine, nous faisons cette deuxième vidéo pour vous expliquer un peu plus sur le plan pratico-pratique, comment cela va fonctionner concrètement, on va voir quelques détails techniques et répondre à la question si je décide de me lancer, comment cela va se passer concrètement. Également, nous avons relancé les personnes qui avaient manifesté leur intérêt l'année dernière suite à la vidéo que nous avions fait ici même, en mai. Je ne sais pas si tu t'en souviens, à la GoPro, c'était pas super, mais bon. Nous avons vu que l'intérêt était grand et grâce aux remontées d'informations que vous nous avez faites au travers du questionnaire suite au dépôt de candidature, le lien il se trouve dans la description pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, donc n'hésite pas à t'inscrire. Il n'y aura pas suffisamment de place pour tout le monde, on va t'expliquer pourquoi et comment les personnes vont être choisies. Et comme je l'ai dit, nous ne sommes pas dans du marketing FOMO à 2 balles et de la fausse urgence. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Choisir son prestataire et ce qu'il faut demander, à quoi il faut faire attention et les conseils d'un expert, PIM, dans le domaine pour que tu sois autonome sur le choix de ton prestataire. Car dès qu'on parle investissement, la peur de se faire avoir. Pour preuve, mon beau-frère s'est fait avoir 2 années de suite et les arnaques sont fréquentes et facilitées par le fait que les bouteilles n'arrivent que 2 ans après. Et donc, vous pouvez grosso modo ne pas savoir que vous avez été RUG avant 2 ans. On va décomposer cette vidéo en plusieurs parties. Si je décide d'investir en 2023, comment cela va se passer? En 2025, mes commandes arrivent, comment cela se passe concrètement? Comment choisir son prestataire pour ce type de service s'il n'y a plus de place? N'hésite pas à regarder avant la vidéo que nous avons publiée précédemment sur la chaîne. Tu as le lien en haut à droite. Donc Pim, comme on l'a expliqué dans la dernière vidéo, les primeurs 2023 vont commencer environ en avril, c'est ça? En avril, oui. En avril 2023. Donc en gros, à partir de quand il faut être prêt pour les personnes qui vont vouloir faire partie de l'aventure cette année? Je dirais fin février. Fin février? Pourquoi je dis ça? C'est parce que en avril, pour expliquer vite fait comment se déroule la campagne en primeur à Bordeaux, c'est qu'en avril, on ne sait pas exactement toujours quelle semaine c'est, mais c'est quelque part en avril ça commence par la dégustation. Donc les châteaux mettent à disposition des échantillons pour les professionnels et les critiques de goûter le nouveau millésime en fait. Et donc à partir de là, ça démarre la campagne en primeur. Donc en avril, souvent c'est pendant une semaine où tout le monde y va. Bien sûr, il y a des critiques qui sont invités un petit peu avant ou un petit peu après. Jean-Bernard, oui. pas Bernard, mais Parker. Oui, Jean Parker, James Suckling ou enfin des autres critiques quoi. Et en fait, pendant la semaine d'avril, on va dire, toutes les dégustations et les notations, ils sont faits. Et donc, ça démarre réellement à partir souvent de mai-juin que les châteaux commencent, pas tous en même temps. Ça peut être, ça dépend, des fois c'est Angelus qui commence, des fois c'est quelqu'un d'autre, mais il y en a toujours un qui est le premier. Et une fois que le premier sort avec ses prix et ses notations, les autres sortent. Les autres commencent à sortir petit à petit après. Donc c'est une campagne qui peut durer 3 mois des fois. 3 mois, ouais. Oui, mais la plupart du temps, c'est sur 1 mois à peu près. Un mois. Que ça dure, au fur et à mesure, en fait, les châteaux sortent leurs prix et les allocations qu'ils souhaitent mettre à disposition. Donc, grosso modo, moi je vais prendre mon exemple, comme ça sera plus simple. Je vais mettre, comme je te l'avais dit, entre 7,5 et 10K. Tu vas, donc fin février, tu vas m'envoyer une facture, la proforma, c'est ça? Oui, en fait, la raison pourquoi fin février, on veut avoir tout préparé, c'est parce que moi, en fait, avec mes négociants, j'ai mes conversations de qu'est-ce qu'on peut attendre pour cette année en mars, quoi. Et donc, moi, je veux être bien préparé et c'est pour ça qu'on demande de tout régler avec nos clients vers fin février. Ouais, donc, moi, donc ce qui se passe, c'est que nous, on a un moment de contact où on parle de combien le client souhaite investir et s'il y a des références qui l'intéressent ou s'il veut qu'on gère tout. Enfin, voilà, tout ça prend place jusqu'à fin février, quoi. Début mars des fois, mais on préfère pas parce que comme ça, nous, on a le temps de bien préparer aussi. Et de faire le forcing sur ton fournisseur. Oui, voilà, parce que ah non, négociant, on dit pas parce que ce qui est important de comprendre pourquoi on s'y prend si tôt, c'est parce que chaque année, en fait, on grossit en tant que volume. Et comme j'ai expliqué dans la vidéo avant, on n'est pas garanti en fait qu'on nous donne toutes les allocations qu'on veut. Donc moi, je veux me préparer tôt pour pouvoir en demander plus tôt, pour avoir plus de chances de les être alloqués. Donc, et d'être en priorité. Oui, voilà, ça aussi. Donc c'est pour ça en fait que l'on essaye de tout préparer, parce qu'à partir de mars, les négociants, ils peuvent aussi
ils font leur planning de leur côté et c'est un puzzle, quoi. Eux aussi, ils regardent, cette année, ce client attend de faire tant, ou il va peut-être en prendre un petit peu moins, donc je peux alloquer un petit peu de celui-là à lui, et comme ça, en fait, il sait à peu près s'il doit en demander plus, lui, au château ou pas. Demander des retours de faveur, oui, voilà, ou de procédés. demander à un négociant ami, ou enfin, s'ils peuvent échanger des allocations, ça se passe comme ça, donc tout ça prend du temps, quoi. Et après, il faut comprendre, c'est pas en fait, moi je le fais, je te laisse faire sur les choix. En fait, toi, quand tu parles d'allocation, en fait, si quelqu'un veut mettre 100 000 euros, tu vas pouvoir les mettre les 100 000 euros, mais tu vas pas pouvoir avoir un ensemble dans le portfolio de la personne qui te semble intéressante. C'est pas que ça ne semble pas intéressant, c'est juste qu'il y a certaines références, comme l'Angélus ou le Lafite qu'on voit ici, qui sont beaucoup plus recherchés que d'autres et ils sont en tant que rentabilité plus intéressantes que d'autres. Et donc oui, moi je peux dépenser je l'appelle, 100 000 euros sur des primeurs type Omar Buzet, enfin les vins qui sont en dessous de 50, autour de 50 euros, mais c'est des vins qui en tant que rentabilité, ça va peut-être être un petit peu moins intéressant qu'un vin comme un Angélus ou un Lafite qui est beaucoup plus recherché. Ouais. Il faut comprendre qu'un Omar Buzet produit peut-être 250 000 bouteilles à l'année et un Angélus peut-être que 100 000 ou 50 000. Donc oui, c'est comme ça qu'on peut comparer, ça a à faire avec la rareté. Donc oui, je peux acheter même plus si je veux, mais on veut pouvoir garantir quand même notre stratégie et tout ça envers tous nos clients. En sachant que des Omar Buzet, c'est intéressant d'en avoir quelques-uns, puisque c'est des vins qui vont se revendre plus facilement. Oui, voilà, exactement. Donc, pour parler un petit peu de ça, oui, peut-être qu'on va se faire un peu plus de rentabilité sur une bouteille comme un Angélus ou un Lafite, mais comme tu arrives dans une gamme assez élevée, pour la revendre, ça va peut-être durer un peu plus longtemps. On peut trouver le client qui va vouloir payer peut-être 1 000 euros pour la bouteille dans le futur. C'est plus compliqué que de revendre un Omar Buzet pour 75 euros que tu as acheté peut-être 40 euros. Concernant l'Angélus, pour avoir un exemple concret, c'est le Magnum que tu as de 2018 devant toi. Oui. C'est une bouteille qui aujourd'hui, on parlera du Magnum après parce que ça c'est intéressant. Oui. Il y a les primeurs et ensuite il y a le format qu'on choisit en octobre. Oui, on parlera un petit peu de ça, je vais expliquer. C'est mon Angélus que tu as? Ça? Ouais. Non, toi, ton Angélus, il est là-bas. Tu l'as pas vu? Un Angélus comme ça, 2018, combien le client ou l'investisseur a acheté ça et aujourd'hui, quelle est la valeur de marché? Donc en fait, le client, il n'achète pas le Magnum. Le client, en fait, on pourra en parler directement, c'est que le client, en fait, on parle toujours en bouteille de 75 centilitres. Mais comme acheter en primeur, c'est en fait réserver le vin tant qu'il n'est pas encore embouteillé, on parle plus en volume final. Donc, par exemple, le client, il décide de prendre 12 bouteilles d'Angélus à 75 centilitres, ça représente un volume en litres. Et en fait, nous, on a l'option de demander des embouteillages spécifiques pour nos clients. Donc, si toi, tu veux avoir que des Magnum, en suivant du volume que tu as réservé, tu as le droit de demander, au lieu de 12 bouteilles normales, je veux 6 Magnum, par exemple. Et ça, donc ce Magnum, en fait, il n'a pas acheté le Magnum, mais c'est 2 bouteilles que ça a coûté. Et 2 bouteilles, je crois, en 2018, 2 fois 75 centilitres, c'était, je crois que c'était autour des 325 euros, quelque chose comme ça. 325 euros et aujourd'hui? À peu près. Maintenant que c'est livré, donc celui-là c'est 2 fois, donc on va dire qu'il a coûté 600-650 euros. Le Magnum, je pense que maintenant déjà il est à 750, 850, ça dépend. Les Magnum c'est plus rare, il y en a moins, ça se conserve, enfin ça se conserve mieux, non, mais c'est le vin immature, on dit que le vin mature mieux dans des grands formats. Donc comme il y en a moins et comme souvent les connaisseurs savent ça, les retours sur les Magnum sont un peu plus élevés que sur une bouteille normale. Oui, il faut comprendre, il y a aussi l'aspect marketing du fait d'ouvrir un Magnum. Les gens peuvent le voir au restaurant, quelquefois un Magnum coûte plus cher que 2 bouteilles. Oui. Il y a ce côté fancy. Mais même à l'achat, quand tu l'achètes en ligne ou dans un magasin, tu vas souvent voir que le prix d'un Magnum, il est à peu près 2,2 comparé à la bouteille normale. Donc c'est 10% plus cher, on va dire à peu près que... Ouais, c'est pas le prix du verre. C'est pas juste 2 fois, voilà. Ouais, et c'est plus rare, et donc c'est plus pour des connaisseurs.
C'est plus rare de voir, par exemple, un Magnum dans un restaurant sur un grand vin. Oui, mais même dans les magasins, on en trouve moins. Les grands formats, c'est quelque chose de très intéressant en tant qu'investissement. C'est juste qu'il faut se dire que tu vas peut-être prendre un petit peu plus de temps pour le revendre si tu veux le revendre. Parce qu'il faut quand même que quelqu'un veuille acheter un Magnum pour le consommer ou voilà. Et ensuite, en dessous, un Lafite, c'est 2019, donc c'est pas le Oui, 2018. ça c'est une caisse de 6 bouteilles de Château Lafite Rothschild. Donc ça, en 2019, je crois que c'était en dessous de 500 € la bouteille. Ouais. Et maintenant, ils sont presque à 1000 €. Ah, donc quasiment. Et cette caisse a été livrée il y a 6 mois. Ouais, c'était en mai, quasiment. Ouais, voilà. C'était arrivé Quand tu étais là et. Donc on est quoi? On est 2 ans et demi, 3 ans plus tard, quoi. Et le vin, il a presque doublé en valeur. Ouais, super. Donc ouais, tu choisis le Magnum qui peut... donc ça, tu choisis de mémoire en octobre, c'est-à-dire 6 mois après avoir réservé les allocations? Non, enfin ça dépend parce que des fois tu finis de réserver les allocations en juin, juillet. Et en général, nous ce qu'on demande, c'est que nos clients nous donnent leurs préférences avant fin août. Avant fin août? Oui. T'as avancé d'un mois, avant c'était septembre. Oui, pardon, oui. C'était à la base septembre, mais pour être sûr de tout rassembler. Pour être sûr de pouvoir tout rassembler. Parce qu'en fait, nous, on nous demande de donner tous nos formats définitifs, en fait, comment on veut embouteiller toutes les allocations, toutes les bouteilles qu'on a réservées pour octobre. Pour octobre. Donc c'est pour ça que nous on demande maintenant fin août pour qu'on ait un mois à peu près pour tout rassembler, tout vérifier et communiquer en temps avec nos négociants. Il faut savoir que chez certains négociants, ils te facturent un fees pour le Magnum. Oui, ça peut arriver. Certains châteaux demandent un petit surplus si par exemple tu veux des caisses de 2 ou de 3 bouteilles. D'accord. En général, le standard c'est 6 ou 12 et en Magnum c'est pareil, c'est 6. Mais pour des individuels comme cela ou des petits, on va dire des caisses à plus petit format, il y a des fois des surplus qu'on nous charge. Mais nous, pour l'instant, on a eu de la chance avec les négociants avec qui on travaille. Ils ont été très corrects avec ça, ils ne nous l'ont pas facturé. Donc nous, on ne le facture pour l'instant pas à nos clients non plus. Et ensuite, bon, ça tout est fait, et là c'est l'attente. Oui, voilà. Donc c'est entre un an et demi. Entre 1 an et 1 an et demi après, en octobre d'attente. Oui, à peu près 1 an et demi à 2 ans même des fois. 1 an et demi à la commande, oui, avril. Voilà. Donc, en général, il faut se dire que, donc, disons que ça finit à peu près, en général en juillet, c'est fini pour la plupart. Donc on attend jusqu'au début de l'année, pas d'après, mais après celui-là. Donc c'est minimum 1 an et demi et puis ça peut durer un peu plus. Donc c'est pour ça qu'on dit 1 an et demi à 2 ans. Parce que nous, en fait, ce qu'on fait, comme les châteaux livrent pas tous en même temps. Il y en a un qui va livrer en janvier, un autre peut-être en février, et un autre en mars. Et nous, ce qu'on fait, c'est que nos négociants rassemblent toutes les allocations des châteaux pour nous. Et nous, on fait tout enlever directement chez les négociants. D'accord. Et on le fait livrer ici, assuré. Et donc le transport il est assuré, donc bien sûr valeur achat, ou si jamais, parce que malheureusement il peut toujours se passer quelque chose en transport routier, donc ouais, ça c'est les aléas, mais on est obligé de bien assurer. T'as des transporteurs particuliers qui s'occupent du vin? Nous on travaille avec DSV. DSV? Mais DSV c'est un transporteur très connu, international, européen. Et moi je sais quand ça arrive chez toi, tu nous envoies les photos. Oui. Sur la palette ou Oui, voilà, donc... c'est le petit truc... Une fois que c'est livré... en fait, donc, en attendant que ce soit livré, enfin, c'est pas qu'on n'a pas de contact. Hein, entre-temps, on communique avec nos clients. Mais juste avant la livraison, bien sûr, on contacte le client pour lui dire le vin, il va bientôt être livré. Puis au moment que le vin il est livré, on envoie des photos pour prouver que c'est bien livré chez nous, etc. Et donc, au moment où on contacte le client juste avant la livraison, on discute avec le client s'il veut le stocker ici ou s'il veut qu'on l'envoie ou qu'il
Ou enfin, on peut l'envoyer ou il le fait récupérer lui-même. Il peut aussi prendre la voiture et venir la récupérer. Oui, après, ça dépend d'où vient le client. On a des clients des États-Unis. De la France, et ben, bien sûr, là, il faut enlever et tout ça. Et tu as même des clients qui t'ont fait, que tu as fait livrer aux États-Unis de mémoire. Oui, ben, cette année, par exemple, j'ai un client qui achète tous les ans un Américain qui a récupéré peut-être 40 000 euros de vin. 40 000 euros de vin. Ouais. C'était qu'une palette. Qu'une palette? Oui. Et on met combien de bouteilles sur une palette? C'était un peu plus d'une demi-palette, donc c'était peut-être 150 bouteilles ou un truc comme ça. Ah oui, ok. Après, il investit aussi, enfin, il a eu la chance d'investir sur d'assez grosses références. Ouais, il a eu la chance. Donc une fois que ça arrive, tu le stockes ici, il y en a un peu quoi, Oui. On le stocke en général par client. Par client? Donc, et par millésime. Donc, bon, ça, c'est des livrables de collection privée. Mais la plupart des palettes qui sont ici, c'est pour des clients. Là, il y en a quelques-uns, là. Oui. Château Lafite. Pape Clément. Pape Clément, c'est quoi? C'est 100 € la bouteille à l'achat? Non, en primeur, ça sort 65 à 75 €, ça dépend du millésime. Il y en a quelques-uns du Lafite quand même. Oui, parce que nous, on travaille avec un négociant qui a une bonne relation avec le château Lafite, donc c'est pour ça qu'on a pas mal d'allocations de Lafite. Angélus. Allez, encore un Lafite, encore un Angélus, encore un Lafite, un Pavie, ça c'est bon le Pavie. Oui. Pavie 2019, c'est un potentiel 100 points. Quand on parle de potentiellement 100 points, ça veut dire que potentiellement il peut exploser en prix. Juste parce que les critiques l'ont vraiment bien noté cette année-là. Angélus, pareil. Angélus 2019, c'est une tuerie. Alors pourquoi il y en a un qui est noir et l'autre qui est rouge? C'est parce qu'en fait, ça, c'est des cartons qu'ils ont mis autour de la caisse, regarde. En fait, là, ouais. Tu as la caisse. Donc ça, c'est le vin. C'est juste une protection extra qu'ils mettent pour pas abîmer la caisse. Ah, et donc, en 2018, c'était rouge et en 2019, ils l'ont fait marron. C'est ça le cil, par exemple, pour montrer que oui, ça n'a pas été ouvert. Voilà, pour montrer qu'il n'a pas été ouvert. Et dedans, tu verras que les bouteilles ont des cils aussi. Ben, je vais te prendre une bouteille parce qu'on a ouvert des caisses du Cru Bocaillou 2019. Tu en as quelques-uns aussi. Oui. Bon, là, celle-là, elle est déjà ouverte. Bon, déjà, vous voyez comment les vins ils sont protégés encore plus. Et quand on enlève ça, bon ça, déjà ce qui est intéressant de cette bouteille-là, 2019 pour du Cru Bocaillou, c'était le 300e millésime. Donc on voit... Attends, je suis pas très bon avec la caméra, je viens juste de m'en faire, ouais. Que c'est une étiquette spéciale. Et ça, c'est tes bouteilles à toi? Oui. C'est pas le vin de tes clients que tu bois, quoi. Non. Non, il n'y a pas de... Mais celui-là, moi, je le bois pas encore. Parce que 2019, je pense que je vais attendre au minimum 10 ans avant de commencer à le déguster. Et en fait, le principe, c'est de pas... quand tu as la caisse qui arrive, déjà, si tu coupes je suppose que si tu coupes le baron de Rothschild, là, tu perds de la valeur, quoi. Le mec, il veut l'acheter par caisse entière. Oui, bon, ça... Selon moi, ça ne rajoute rien à la valeur du vin. Mais c'est une question de je sais pas comment dire, mais d'authenticité pas, parce que enfin, ça montre que c'est une vraie bouteille, mais c'est comme les cartes Pokémon qui sont encore dans l'emballage et tout ça, tu sais, cette idée-là, ça fait rapporter plus. Ah non, ça montre l'originalité. Et c'est important de préciser aux gens, par exemple, là, il y en a un peu quand même, et pourtant tu en as livré, mais il en reste encore, quoi. C'est Oui. que quelqu'un qui va chercher un prestataire et tout ça, il est capable d'avoir ça en stock techniquement, pour choisir un bon fournisseur. Oui, bon, bien sûr, sans doute il y a des revendeurs de primeurs qui stockent pas.
Ouais. qui livrent tout chez leurs clients. Mais en général, les plus grands, ils ont des endroits de stockage eux-mêmes. Ouais. Ouais, et là, on voit la clim qui tourne en permanence. Tu dois la sentir, la crise énergétique. Surtout en ce moment, oui, ça a augmenté un peu. Ouais, un peu. C'est quoi du canon? Canon Lagafelière, c'est du Saint-Émilion. C'est du Saint-Émilion? Oui. Encore de l'Angélus. Il y a du Château Certain, Pomerol, c'est très bon aussi. Bon, là, il y a du Léoville-Lascaz, du Pontet-Canet, du Mouton Rothschild. Là, par exemple, du Cru Beaucaillou. Pour avoir une idée, sur cet étage du bas, il y en a pour combien? Si on prend juste ces 3 palettes-là, je pense qu'il va y en avoir vers les 75 000 €. 75 000 € de vin? Oui, je pense, oui. C'est quand même prendre en compte ce que ça vaut maintenant. Hein. Oui. Rien que cette palette-là de 2019, bon, pas tous les vins, mais ils ont fortement augmenté. Donc, après, tu as quoi? Tu as du Pavie qui est exceptionnel, tu as les bouteilles de Lafite, l'Angélus, le Pavie, le vieux Château Certain. Et tu en as livré une grosse partie aux États-Unis, quoi? Oui, de ce client-là, c'est un de mes plus gros clients. Je lui ai livré à peu près. Il y avait 3 palettes en fait identiques en tant que volume. Donc, donc ça réduit un peu. Et il en fait quoi de ce vin? Il le stocke chez lui? Oui, lui il achète pas que chez moi. Il a aussi un négociant aux États-Unis avec qui il travaille pour avoir d'autres allocations qui l'intéressent. Mais lui, ce qu'il en fait, c'est que c'est une partie investissement, une partie pour consommation. Château Cheval Blanc? Ouais. Du Cheval Blanc aussi. Ça, c'était du livrable, donc? Non, c'est du 2017. C'est du 2017? C'est en primeur aussi. Le Mouton Rothschild, là aussi, là, il y a une belle palette. Oui. Donc, toi, tu donnerais quoi comme conseil à quelqu'un qui veut chercher par lui-même son fournisseur de vin? Je lui dirais de faire un peu de background research quoi, sur la boîte. Est-ce que ça existe? Est-ce que c'est réel? Est-ce qu'il y a des clients qui ont donné leur avis? Est-ce qu'il y a un endroit où on peut aller le vérifier, visiter? Pose quelques questions à ces gens-là. Comment ils travaillent? Comment est-ce qu'ils stockent le vin? Etc. quoi. Quelles sont les conditions? C'est souvent en parlant avec ces gens-là qu'on se rend compte si on peut faire confiance ou pas, quoi. Et ouais, mais en fait, si tu veux, comme toute escroquerie, enfin, si tu veux, les gens reposent. Tu vois, tu leur dis 2-3 choses, ils n'y connaissent. Tu vois, moi, je connaissais pas le principe du fonctionnement des primeurs. Donc le mec, il pouvait me dire, ouais, on va attendre 3 ans parce qu'on va prendre l'option de laisser 1 an de plus au château. Le mec, il aurait pu me rug et j'aurais rien fait avant 3 ans, je me serais même pas inquiété. Et si le mec il me dit ouais écoute je te l'ai récupéré, on te le stocke, contacte-nous dans 2 ans pour qu'on te le livre chez toi, on te fait le stockage gratuit, ça, le stockage gratuit, si le mec il te propose ça déjà, ça sent. Oui, bon, après, il y a pas mal de recherches en ligne qu'on peut faire sur les primeurs maintenant. Donc, passer par des grandes maisons, quoi. Voilà, c'est passer par les boîtes un peu plus renommées, connues, enfin. Et quelles preuves ils peuvent. Qu'est-ce que peut demander quelqu'un? Par exemple, moi, je passe avec un fournisseur. Qu'est-ce que je peux lui demander, par exemple, un document ou quelque chose comme ça qui prouve ce qu'il fait? Parce que tu n'as même pas une allocation au château, comme quoi c'est chez eux. Tout passe par le négociant. C'est très opaque comme système. Oui. Donc, oui. Lui, il travaille avec son négociant ou ses négociants. Et bon, bien sûr, les négociants les plus connus, ils sont connus dans le monde entier. Donc, bon, on sait avec qui on peut travailler, on ne peut pas travailler. Tu m'avais demandé de faire le background check sur ton négociant. Oui. Je m'en souviens, je pense qu'il fête ses 40 ans cette année. Tu pourras lui fêter parce que c'était la même date de naissance que mon frère qui fête ses 40 ans cette année. Bon, après, beaucoup de négociants, enfin, pour moi, c'est un peu différent parce que moi, je travaille avec un assez gros négociant c'est une grande famille bordelaise qui sont propriétaires de plusieurs châteaux aussi. Donc pour moi, c'était assez, on va dire, simple de vérifier que c'était correct. Oui, pour l'acheteur, ça reste toujours, comme on a dit, il y a toujours un risque. C'est là,
qu'il faut faire un peu plus attention, qu'il faut poser un peu plus de questions, il faut demander peut-être des preuves, des anciennetés, oui, voilà, ou demander d'envoyer des photos de l'endroit de stockage. Enfin, mais ça, par exemple, le mec qui prend les photos que je viens de faire aujourd'hui, il fait regarder, il est stocké. Oui, mais on est quand même ici, on l'a touché, on l'a ouvert. Enfin, c'est peut-être un fond vert. On ne peut pas te demander de faire ça, mais il y a toujours des façons de vérifier, quoi. Ouais, non, mais... Et puis s'il n'y a aucune information, ou que c'est une boîte qui est toute neuve, enfin... il faut... On le voit un peu plus facilement maintenant si c'est un rug ou pas, quoi. Bien sûr, il y en a toujours qui se font avoir et... en fait, il y a toujours et avec ça, il faut... Bon, le problème, c'est que si on veut des allocations sur le moment, si on attend que les prix sortent et que les allocations sortent et que c'est là qu'on veut acheter, c'est terminé. On va se faire avoir parce qu'on va te dire mais il faut que tu agis maintenant, il faut que tu envoies l'argent maintenant. Le FOMO. Voilà, donc c'est pour ça que nous on s'y prend tôt, on prépare, voilà. Donc la personne envoie l'argent tôt, mais au moins il sait à quoi s'attendre. Il sait à quoi s'attendre. Après, c'est un peu normal parce que si toi tu as un mec qui te dit par exemple 10 000 euros, ouais, je mets 10 000 euros sur du vin que tu commandes 10 000 euros, même si tu vas pouvoir l'éclater sur les autres clients, c'est pour ça que tu fais un amont pour confirmer pour confirmer les allocations et demander aux fournisseurs de le faire, quoi. Et c'est un marché où il y a énormément de respect et de confiance, donc ouais, mais si le client qui me dit je vais acheter 10 000 et qui me... Enfin, on ne peut pas le faire avec tout le monde, ça, et c'est pour ça que nous, on a choisi de ne pas le faire du tout. Le Lafite, il y en a partout, quoi. Oui. On a beaucoup investi sur du cru aussi, du Cos d'Estournel, des Pape Clément. On investit. Pourquoi Pape Clément? Parce que c'est une anecdote assez intéressante, c'est un des plus anciens châteaux du Bordelais. Bernard Magrez. Oui. C'est un des plus grands propriétaires à Bordeaux. Ah oui, c'est l'homme aux 4 châteaux de mémoire. Et il a des vignobles aussi en Argentine, il en a aussi en Géorgie, tu sais, dans le pays d'Europe de l'Est, qui est le pays où le vin a été inventé. Je ne sais pas si le bon vin a été inventé là-bas ou pas, mais par exemple, tu as des thalassothérapies de vin. Tu prends un bain au vin. Non, c'est... Après, c'est passionnant quand tu vois... Après, tu vas voir des références qui retournent chaque année ou chaque millésime. C'est parce que c'est une stratégie d'investissement qu'on advise nos clients aussi. Parce que... on le voit, Pape Clément, on voit de l'Angélus, on voit du Lafite, bon, des valeurs sûres, quoi. Oui, mais c'est pas que des valeurs sûres. Nous, on regarde aussi qu'est-ce que le château il fait, comment il s'investit, comment il se développe. Est-ce que le prix est à un point qui peut se développer ou pas voilà, donc il y a des châteaux qui sont allez, entre 100 et 200 euros, mais qui vont peut-être dans les années à venir augmenter à 300, 400, comme les moutons et tout ça, ils ont fait eux aussi. Ah non, c'est choisir le bon et diversifier. Donc, voilà, et après, bien sûr, il y a toujours des valeurs sûres, comme on en parlait du Lafite et du mouton et de l'Angélus, c'est des références. Quelle est la question piège que peut poser la personne pour savoir si le mec s'y connaît en vin ou pas? C'est une question... Moi, je pense que la base, pour quelqu'un qui se lance dans ça, c'est de s'y connaître sur les millésimes. Moi, par exemple, de tête, je peux te dire de 1945 jusqu'à millésime d'aujourd'hui, quel était mauvais millésime, bon millésime, un peu moins bon. Enfin, c'est quelque chose qu'on étudie, qu'on travaille. Donc, si cette personne n'a aucune connaissance sur les références ou sur les millésimes, il ne sait pas ce qu'il achète non plus. Il faut pas s'attendre à que tout revendeur de primeur sache goûter si le vin il a du potentiel. C'est bien pour ça qu'il y a les critiques et tout ça. Donc ça, c'est pas une référence. Mais s'y connaître sur comment ça fonctionne, s'y connaître sur le vin un minimum, c'est quand même voilà, c'est quand même ce qu'on s'attend, quoi. Ouais. Et pour le stockage, là, par exemple, bon, c'est climatisé. C'est quoi la température? Le stockage... aussi sur ça en ligne, on peut tout trouver, mais le stockage optimal, c'est
entre 12 et 16 degrés, mais constant, donc il ne faut pas que ça fluctue trop, et avec une humidité entre 50 et 80%. Pareil, il ne faut pas que ça fluctue trop. Et pas trop de lumière, donc il faut que... Bon, là, on a allumé les lumières parce qu'on est là, mais en général, nous, on ne rentre pas souvent ici. Et la clim, elle tourne en permanence, été comme hiver. Nous, comme ce n'est pas une cave, nous, on a été obligé de créer une sorte de boîte climatisée, en fait, qui maintiennent la température et l'humidité. Et donc nous, on a 2 units assez gros parce qu'il y en a un là. qui tournent pour garder l'endroit constant, en fait. Ah non, et après, pareil, ça, c'est des panneaux... Parce que les gens ne le voient pas, mais ils sont dans une usine, donc c'est des gros blocs de 2500 Oui, mètres on est carrés. dans une zone industrielle, en fait, dans un hall, je ne sais pas comment on dit en français, mais... C'est ça, un hangar. Un hangar, ouais, où on a créé ça. Voilà, donc... Voilà. Et c'est le plafond a été sécurisé, rabaissé. on peut fermer à clé, T'es voilà. sous alarme. On est sous alarme, on est... Et ça tourne 24 heures sur 24. Oui. Donc tu as les agents de sécurité, tu as tout le temps des personnes ici. Oui, oui. Donc... Non, ça c'est important. Pensez à ça sur le stockage. N'allez pas le faire. N'allez pas vous amuser à acheter ça. Faire une économie, c'est 15-20 balles par an. Oui, par caisse. nous cette année, ce qu'on charge, c'est 10 € pour une caisse de 6 et 20 € par an, hein, je parle. Oui, par hors an. taxe, et 20 € pour une caisse de 12 bouteilles. Donc, bon, c'est pas énorme le prix. Ou peut-être que tu vas en trouver... Tu trouveras toujours moins cher. À partir du Oui, moment... mais tu vas en trouver des plus chers aussi. Le plus important, c'est que c'est dans un endroit bien climatisé où la température et l'humidité sont constantes. C'est ça la constance le plus important, quoi. Il ne faut pas que ça... Oui, oui. Et la lumière, il ne faut pas que bon, ces vins-là sont en caisse, donc... Tu peux c'est plus facile. C'est plus facile parce que c'est déjà noir dans les caisses, bien sûr, mais bon, nous aussi, on a certaines bouteilles de livrables qui sont là. S'il y a trop de lumière, ça risque de les pourrir aussi, quoi. Enfin, ouais. Je sais pas comment on dit, mais de les... Ouais, de les brûler. De les brûler, voilà, c'est ça le mot. Donc il faut... Voilà. Bon, les caves, oui, ça a toujours été connu pour ça, que les caves, elles étaient stables et elles étaient toujours humides dans le Bordelais. Oui. Dans le calcaire, c'est humide. Et quand tu descends la cave, toi qui as eu des maisons en France, tu sais, quand tu descendais à la cave, il faisait froid, c'est humide, c'est détestable d'y descendre. Mais faites-le dans des conditions optimales si vous voulez le prendre chez vous. Et, oui, et gardez les bouteilles à plat. À plat, ouais. Ne les mettez pas droit debout. Et si vous pouvez, essayez de tourner une fois par an un petit peu la bouteille. Pourquoi ça ? Parce qu'il y a du dépôt, et si le dépôt, enfin du dépôt dans du vin, il y a du dépôt toujours. Oui. Pas tous les vins sont filtrés, bien sûr, de plus en plus sont filtrés, même les grands crus. Mais s'ils ne sont pas filtrés, il y a du dépôt. Et le dépôt, en fait, s'il se pose et qu'il ne bouge pas pendant trop longtemps, ben, il va se coller à la bouteille, ce qui va en fait enlever du vin un petit peu quand tu vas le servir. Donc, le tourner d'un quart de... Ouais, d'un quart de coup. Mais après, bon, bien sûr, sur des caisses fermées, on ne peut pas toujours le faire. Et c'est pas très grave hein, si le dépôt il se pose un peu. Mais là, on parle de faire l'optimal. Donc, Et par exemple, Château Omar Buzet, on en parlait tout à l'heure, ça c'est du livrable, j'adore ce vin. Oui, bon, on a des vins qui sont là que nous, on a acheté parce que des fois, les châteaux ou les négociants nous contactent pour voir si on veut racheter certains lots de certaines bouteilles. Qu'ils avaient, eux, de côté. Voilà, et donc, bon, des fois, on achète. Là, on a pris des magnums de Linge Moussasse, du château Marbuzet. La Dame de Montrose, c'est bon ça. C'est le deuxième vin de Montrose, mais ce vin-là, il a... Parce que 20 ans maintenant, 20 le second. ans, il a... En français, on dit le second. Ah, c'est ce que j'ai dit? Non, le deuxième. Ah oui, le second. Le second, pardon. c'est, t'as le grand cru, et par exemple, chez Lafite, c'est les caruettes de Lafite, et chez Angélus, c'est le Carillon, non? Le Carillon, oui. Mais donc, ouais, ça c'est exceptionnel à boire. Moi après, j'adore boire des vins qui vieillissent un petit peu. Donc, Ouh, ça c'est... oui, un italien. On a aussi un peu d'italien. Normilaia, c'est le Pétrus italien, non? Peut-être pas le Pétrus, mais c'est... c'est le haut de gamme. C'est le très haut de gamme, et ça, c'est une caisse spéciale
2016, c'est un millésime exceptionnel en Italie. Et l'attentionné, c'est un Magnum série illimitée. Série limitée. Donc ils en ont fait que certains, ça a une étiquette spéciale. Bon là, comme vous avez vu, on l'a pas ouvert, on va pas l'ouvrir. Mais oui, ça, bien sûr, les vins comme ça nous intéressent aussi. On peut le boire ce soir en apéro. Oui. Là, c'est intéressant ça aussi. C'est un double Magnum, on va l'amener là. Dans double Magnum, c'est 2 fois c'est 3 litres. Voilà, donc c'est 2 Magnum. Non. Oui, c'est 2 Magnum. Voilà, c'est 2 Magnum, pardon. Donc c'est 4 bouteilles. 4 bouteilles. Voilà. Et donc ça, c'était, bon, c'est la Tour Martillac, c'est un Pessac-Léognan, c'est pas un château enfin, qui est parmi les meilleurs à Bordeaux, mais c'est un grave. Mais c'est un grand cru classé, c'est une très belle bouteille, mais ce millésime, cette bouteille-là est intéressante parce qu'il a été signé par le propriétaire du château. Donc, déjà on voit, et là on voit que, bon, je vais la tourner un petit peu. La signature. Voilà, vous voyez que et ça, comment elle a été mise en bouteille par le propriétaire, et après il a signé. Ouais. Bon, après ça, c'est des kiffs. Oui, non, mais c'est enfin voilà, moi c'est comme une paire de baskets. J'apprécie énormément. Bon, tu me diras que l'investissement dans le vin, c'est un peu comme ceux qui achètent des sneakers ou des trucs comme ça. Ça peut très vite aller trop loin. Ouais. Mais au moins le vin, tu peux le boire. Et après, bon, pour montrer un dernier truc que moi j'ai trouvé super cool, Antinori, c'est le. Je ne sais pas si vous connaissez Tignanello, c'est des vins, d'Italie très connus. Et Antinori, c'est un des châteaux les plus anciens d'Italie. Et en 1985, ils ont fait une série limitée de Magnum pour fêter leur 600e anniversaire. Donc ils ont sorti le Sescentenario Antinori. Et vous allez voir, vous voyez aussi la caisse, elle est vieille, c'est encore fermé à la main, quoi. À la main, au clou. Je vais vous l'ouvrir pour que vous puissiez voir. Ça, là, il n'y a que les passionnés qui sont toujours là, mais c'est plus important. Ouvrir tranquille. Elle la pète pas. Non. Ça, faire gaffe. Voilà. Tac. Donc, il y a la bouteille. Numérotée. Focus. Voilà. Ce qui est important dans les vieux vins, c'est de regarder la condition de l'étiquette, de la capsule et le niveau. Et comme vous voyez, bon là je l'ai pas mis tout à fait à plat, mais le niveau il est encore très bon. Ouais, et ça veut dire quoi le niveau? Ben, le niveau en fait, si un vieux vin il a un niveau assez bas, on va dire, donc qui va vraiment en dessous de l'épaule, ben, ça veut dire qu'il a été mal conservé pour la plupart. Parce que le vin il a évaporé un petit peu et ça a à faire avec la conservation. Bon ça c'est juste une anecdote, c'est cool. C'est la vieille lettre de Pietro Antinori avec la bouteille. Et signé mano ou c'est imprimante? Là je crois que c'est imprimante, mais c'est quand même un certificat d'authenticité du Magnum. Et ça comment tu l'as eu? J'ai acheté aux enchères. Aux enchères? Ouais. C'est quoi les sites d'enchères pour que les gens puissent regarder les sites d'enchères, c'est un peu plus compliqué aussi parce que bon, le plus connu, c'est gens maintenant qui vendent pas mal de vins, c'est Katawiki. Ouais. C'est le plus connu parce que c'est celui qui est le plus utilisé par les particuliers. Mais on doit y faire très attention. On y trouve beaucoup de vins. Des faux vins ou des vins qui sont passés, qui sont mal conservés. Donc quand on achète aux enchères, aussi là, il est important de regarder le vendeur. De se faire conseiller, quoi. Voilà, et se faire conseiller. Un grand merci, Pim, pour ces infos. Bon, je t'en prie. J'espère que la vidéo elle sera un peu plus agréable à regarder parce qu'on a fait un plan fixe et je m'en suis rendu compte. Je ne suis pas pro du montage, mais bon, ça permet de voir, ça permet de toucher. Merci de nous avoir montré. Alors moi j'adore ça, le vin. Là ça me donne la. Si j'avais pas l'avion à prendre. Oui. T'as quoi là? Bon là, juste pour finir, c'est pas un vin exceptionnel, mais c'est juste qu'on s'est rendu compte. J'avais cette bouteille depuis un petit peu. C'est un 1978 de Château Figeac. Il a sans doute dû passer
enfin l'âge optimal pour la consommation. Mais cette bouteille-là, je l'ai achetée il y a 2 ans pour même pas 100 €. Et on avait regardé pendant les fêtes, là, juste parce qu'on voulait la boire, ce que ça valait maintenant. Et on a été choqués que maintenant, ça se vend pour 400 €. Mais en plus, si je dis pas de conneries, c'est moi qui t'ai dit, attends, n'ouvre pas ça, vaut mieux ouvrir autre chose. Oui, après on a regardé, on s'est dit, mais tu sais quoi, on va pas l'ouvrir. Voilà, et moi je me suis fait baiser. Quoi. Non mais après, il faut pouvoir apprécier ce vin-là. pouvoir apprécier. Voilà, et on avait bu un Omar Musée de mémoire. Puis, oui. Moi que j'adore. Le 14, c'est un millésime, bon, 8 ans, 9 ans maintenant, il est très bon à boire. C'est meilleur que 2015. 2015, c'est un meilleur millésime. C'est un meilleur millésime. Mais celui-là, il est déjà très bon à boire maintenant. Le 2015, il va devoir attendre encore un peu plus pour qu'il s'ouvre. Ah non, mais tu... Oui. Mais écoute, un grand merci encore. Et pour les gens qui veulent s'inscrire et qui veulent plus d'informations, on fera une sorte de conférence Zoom ou un truc comme ça. Oui, ou pour les gens qui sont vraiment intéressés, voilà. on peut faire des calls, enfin, on peut donner un peu plus d'informations. On a des documents ça, je les mettrai, général avec l'information sur les primeurs, qu'est-ce que c'est les primeurs, comment ça fonctionne, à quoi il faut faire gaffe. Voilà, tout ça, c'est des choses que nous, on envoie gratuitement, on peut partager avec ceux que ça intéresse. Et si jamais vous avez vraiment des questions, je comprends. Investir, même si c'est 2500 €, enfin on parle même si, mais c'est beaucoup d'argent d'investir 2500 € dans quelque chose et voilà, nous on est prêt à accompagner un peu. À accompagner, mais et c'est pas une activité principale comme tu l'as précisé, quoi. Non, pour moi c'est plus partager une passion que je fais que de... Tu m'en mets 3 dans le coffre là pour ce soir là, pour faire la sangria. Ah oui, le barbecue. Le barbecue. Oui. Ben, merci beaucoup et n'hésitez pas à mettre des commentaires. Soyez indulgents sur la prise vidéo. C'est le début, c'est la deuxième vidéo que je fais. Et on se retrouvera sur d'autres vidéos. Et si vous aimez ce type de contenu, n'hésitez pas à nous le dire. Inscrivez-vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.